Après le misanthrope, après les femmes savantes, après Scapin et avant les aventures du malade imaginaire, c'est d'hypocrisie, d'apparence, de vérités et de faux semblants, c'est-à-dire du Tartuffe que nous allons parler aujourd'hui, en compagnie de l'acteur, auteur et metteur en scène Jacques Lassalle. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux, sans doute. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute. Et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux de le voir quereller par un fou, comme vous. Quoi? Je souffrirai, moi, qu'un cagot de critique vienne usurper séant un pouvoir tyrannique et que nous ne puissions à rien nous divertir si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir. S'il le faut écouter et croire à ses maximes, on ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes. Car il contrôle tout, ce critique zélé. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Et mon fils, à l'aimer, vous devrez tous induire. Non, voyez-vous, ma mère, il n'est père ni rien qui me puisse obliger à lui vouloir du bien. Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte. Sur ces façons de faire, à tout coup, je m'emporte. J'en prévois une suite. Et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelque grand éclat. Certes, c'est une chose aussi qui scandalise de voir qu'un inconnu séance un patronise, qu'un gueux qui, quand il vint, n'avait pas de souliers et dont l'habit entier valait bien 6 deniers, en vienne jusque-là que de se méconnaître, de contrarier tout et de faire le même. Mais merci de ma vie, il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ses ordres pieux. Il passe pour un saint dans votre fantaisie, tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie. Voyez la langue. À lui non plus qu'à son Laurent, je ne me fierais, moi, que sur un bon garant. J'ignore ce qu'au fond le serviteur peut être. Mais pour homme de bien, je garantis le maître. Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se courrouce. Et l'intérêt du ciel est tout ce qui le pousse. Oui, mais pourquoi, surtout depuis un certain temps, ne saurait-il souffrir qu'aucun hante séant? En quoi blesse le ciel une visite honnête, pour en faire un vacarme à nous rompre la tête? Veut-on que là-dessus je m'explique entre nous? Je crois que de madame, il est, ma foi, jaloux. Taisez-vous et songez aux choses que vous dites. Bonjour Jacques Lassalle. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture et au nouveau chemin de la connaissance. On va parler du Tartuffe en votre compagnie. Le Tartuffe que vous avez mis en scène à 3 reprises. Vous me le disiez tout à l'heure. Pourquoi 3 fois? C'est assez exceptionnel. En effet, je suis assez peu revenu sur mes pas, enfin à 2 ou 3 autres exceptions près. Mais d'abord, Tartuffe est une pièce entêtante, obsédante. Et puis, j'ai fait l'objet de trois commandes, si je peux dire. Donc, la première fois, je l'ai monté au Théâtre National de Strasbourg, que je dirigeais à l'époque. Et je l'ai monté avec François Perrier, orgon, Gérard Depardieu, Tartuffe, Elisabeth Depardieu, Elmire et quelques autres très bons acteurs. Je l'ai monté ensuite, 10 ans plus tard, à Oslo. Et c'était une version très bergmanienne, entre Dreyer et Bergman. Et c'était une version qui envisageait une hypothèse de Tartuffe sincère, de Tartuffe fou de Dieu, et de Tartuffe navré de cette faiblesse qu'il se découvrait du désir d'Elmire, enfin dans le désir d'Elmire. En somme, un Tartuffe qui rappellerait un peu, je crois que c'était Frollo, l'affreux de Notre-Dame de Paris, qui souffre lui-même de la passion qu'il éprouve pour Esmeralda. Et qui rappellerait aussi peut-être l'intégriste, en somme. Mesure pour mesure, vous savez, de Shakespeare. De Shakespeare. Et puis qui s'inscrit assez bien dans une problématique scandinave, et d'ailleurs plus protestante que catholique, plus janséniste en tout cas. Voilà, c'était d'ailleurs très passionnant. Et puis la troisième version, elle est plus récente, c'est dans la Pologne de 2006, au plus fort de la prise de pouvoir des 2 jumeaux, l'un président, l'autre Premier ministre, d'une alliance des droites et des extrêmes droites, et d'un retour en force, hélas, d'une Pologne dévote aux limites du réactionnaire le plus... Bigote plutôt. Bigote plus que dévote à la limite. Une Pologne, Madame Pernelle. Une Pologne aussi menacée par les vieux démons de la xénophobie, de l'antisémitisme, etc. Et dans cette Pologne-là, montait Tartuffe
sans actualisation de surface. Mais monter Tartuffe, c'est faire un acte dont je ne mesurais pas la force extraordinaire de provocation et la formidable prise en compte par le public. Les premières là-bas sont très... Le théâtre est encore un acte fondateur, un acte politique. Un pays affirme son identité, affirme sa force de résistance, affirme sa formidable capacité à ruser avec la censure, etc. Au théâtre, la Pologne a de ce point de vue aussi, peut-être d'abord, une immense tradition théâtrale. Et donc cette première de Tartuffe, en présence de gouvernement pratiquement au grand complet, en présence, c'était extraordinaire. La façon, par exemple, dont cette scène finale si souvent sacrifiée, vous savez, l'Exon, les 40 fameux alexandrins de l'Exon. Oui, l'éloge du roi, finalement. Un peu plus que le délégué du roi. Le moment où tout se renverse et où on oui. s'aperçoit qu'au lieu de chasser Orgon de sa maison, c'est en fait Tartuffe qu'on va aller conduire en prison. Mais au prix d'une perversion, puisque pendant 20 alexandrins, l'Exon feint de punir Orgon. Et sa famille. Donc c'est une double affirmation du pouvoir absolu, une affirmation assez machiavélique. Toujours est-il qu'en France, et depuis très longtemps, on fait en sorte de condenser, de raccourcir. Or, c'est tout à fait essentiel, puisque après 3 versions et 5 ans de combat, la fin de Tartuffe, qui est une fin à l'évidence absolument tragique, il y a un vainqueur, c'est Tartuffe, dont la vengeance est éclatante et totale. Pour venir à bout de Tartuffe, il faut que ce soit le roi lui-même, comme ça l'a été dans l'histoire de la pièce. Donc c'est très important. Et je dois dire que je n'ai jamais vécu cette fin de Tartuffe dans sa prise en compte par le public, dans les rires du public, dans la férocité du public vis-à-vis des pouvoirs en place, que voilà, c'était très très étonnant. Vous savez, quand on est de ma génération, je suis né au théâtre, jeune adolescent, je faisais de l'autostop et j'allais à Avignon découvrir les spectacles du TNP, de Jean Vilar. Je n'ai trouvé le droit de faire l'artiste, comme on disait dans ma famille, que si j'avais appris à faire un peu le citoyen. Voilà. Et donc, ce grand rêve d'un théâtre national populaire, ce grand rêve qui ne sépare pas, qui ne distingue pas radicalement entre l'artistique et le civique, j'ai rarement eu l'occasion, depuis si longtemps, de le vérifier entre la scène et la salle que dans ce Tartuffe polonais. Restons un instant, on va aller dans le texte, dans la lettre du texte de Tartuffe, et notamment sur cette Pernelle ou sur cette Pologne, Madame Pernelle, dont vous avez parlé au début, Jacques Lassalle. Mais avant cela, vous faites le metteur en scène comme citoyen. Que mettre en scène une pièce de théâtre, en particulier une pièce comme Tartuffe, qui dénonce par-delà la dévoterie ou la bigoterie, qui dénonce toute forme d'hypocrisie, en tout cas dont on peut à bon droit se servir de cette façon, mettre en scène cette pièce est nécessairement un acte politique. Est-ce qu'en revanche, selon vous, la mise en scène doit être tributaire d'une volonté d'engagement de la part du metteur en scène? Est-ce que dans la mise en scène elle-même, on doit faire valoir des opinions politiques, ou est-ce que finalement le texte lui-même est une assurance-vie citoyenne telle qu'il n'a pas besoin d'ornements revendicatifs? Je suis d'une génération, en effet, qui a envisagé souvent le théâtre non seulement comme élucidation du monde, mais même comme force de transformation du monde. Et donc qui a mis au pouvoir quelque chose comme une idéologie, un militantisme idéologique. Je n'ai jamais sacrifié, même là où j'étais, à ce moment-là c'était dans la banlieue ouvrière de Vitry-sur-Seine, je n'ai jamais sacrifié, disons, à ce brechtisme pur et dur. C'était le sens de ma question. Voilà, jamais. Et même je le vivais assez mal. Mais quand je dis politique, c'est-à-dire que je ne peux pas faire non plus face à une pratique du théâtre qui pourrait n'être, et ce serait déjà pas si mal, que souci de divertissement, que souci d'enchanter un peu la dure réalité, que souci de nous divertir un petit peu. Face à ça, ça n'est pas assez non plus. C'est-à-dire que cette espèce d'exigence civique dont je parle, c'est d'essayer de faire du théâtre quand même, comme il l'a toujours été, le lieu de rassemblement de la cité, le lieu qui n'avalise pas ce qui est, mais qui le met en cause. L'œuvre de Molière, et qui essaie d'analyser. L'œuvre de Molière, Jacques Lassalle, dont le travail est de nous faire puissamment rire à partir des sujets de réflexion les plus profonds et les plus éternellement actuels, se prête à merveille au jeu que vous décrivez. C'est l'être même de ce théâtre qui assume à la fois totalement, puisque Molière était probablement le plus grand farceur,
le comédien le plus drôle de son temps. C'était une espèce de Chaplin de son temps. C'est aussi une contradiction d'ailleurs, car ce comédien qui reçoit des tomates quand il joue la tragédie cornélienne et qui enchante le public quand il joue Mascaris, Dianarella, ce comédien Qui regrette d'être si drôle. qui échoue totalement quand il écrit Don Garcine Navarre, mais qui, dans la moindre farce, est d'abord une formidable occasion de jubilation. Ce comédien est un homme extraordinairement douloureux. Il a une vision du monde extraordinairement lucide et désenchanté. Et c'est cet étrange mariage-là entre un théâtre qui est fait pour plaire et un théâtre qui est fait pour déranger simultanément et tout à la fois. Jacques Lassalle est notre invité aujourd'hui dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance pour parler du Tartuffe qu'il a, vient-il de nous dire, mis en scène à 3 reprises. Jacques Lassalle, on va plonger dans le texte du Tartuffe en votre compagnie. On a entendu au début de cette émission 2 minutes de la scène d'exposition du Tartuffe, une scène remarquable à tous égards. D'abord remarquable par son génie, remarquable également par la façon qu'elle a de présenter les différents protagonistes de la pièce. D'abord celui qui n'apparaît pas encore et dont on parle tout le temps, Tartuffe, et puis les uns et les autres qui sont présentés sous la forme des injures qui sont déversées sur eux par Madame Pernelle, qui est la mère du maître des lieux, Orgon, et qui est un personnage Il n'est pas là non plus. Qui n'est pas là non plus, tout à fait. Mais alors, Madame Pernelle, restons un instant sur elle, justement, puisque Madame Pernelle n'apparaît qu'à 2 reprises, finalement, dans le Tartuffe. Au début et à la fin. Au début, pour faire valoir Tartuffe, et à la fin, pour avaliser la défaite de la sincérité face à l'hypocrisie. Madame Pernelle, d'où vient le rôle central, cardinal de Madame Pernelle au début de la pièce ? Qu'est-ce qu'on peut dire, sans faire de la psychologie de bas étage, de l'influence de la mère d'Orgon sur la psychologie même de son fils et sur le fait qu'il tombe littéralement amoureux de Tartuffe? Et d'où vient cette place étonnante, stupéfiante, accordée à Madame Pernelle, qui a valu d'ailleurs à de grandes actrices des moments de bravoure au théâtre, le temps d'une scène? Je risquerai 2 hypothèses, étant bien entendu qu'il y a peu de mères dans le théâtre de Molière. Il y a des pères, il y a de nombreux pères, d'ailleurs, qui font le malheur de leurs enfants. Il y a peu de mères. Madame Pernelle est une mère singulière, une mère hantée de dévotion. Et c'est une mère qui fait penser au plan historique peut-être un peu à la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, qui parraine ce mouvement religieux, la Compagnie du Saint-Sacrement, qui est considérée comme une force importante dans l'État, une force dévote très importante, et qui aspire à une maîtrise du temporel, et pas seulement du spirituel. La Compagnie du Saint-Sacrement est au premier degré, ça a été compris comme tel, le grand adversaire désigné de la pièce. Et puis, au plan plus intime, il est évident que Madame Pernelle est là pour attester de l'immaturité profonde d'Orgon. Car le personnage principal de la pièce, c'est Orgon. Il faut toujours regarder quel rôle joue Molière dans ses pièces. Or, Molière jouait Orgon. Et le rôle principal est là. Il jouait Orgon, comme il jouait Sganarelle, comme il jouait Alceste, évidemment, mystérieusement. Il n'y a pas de Tartuffe s'il n'y a pas d'Orgon. C'est Orgon qui génère Tartuffe. La cécité d'Orgon est ce qui permet à l'hypocrisie de Tartuffe de s'épanouir. C'est, je crois, l'immaturité d'Orgon, cette dépendance à la mère, et puis l'échec historique. Enfin, Orgon avait la fortune et, semble-t-il, la surface et, semble-t-il, la crédibilité d'un grand commis d'État. C'était un personnage colbertiste, ou c'était un louvois, Et puis ce personnage, comme il est dit, peut-être pas très longtemps, mais de façon très importante dans la pièce, a commis l'erreur pendant la Fronde. On ne peut pas ne comprendre le théâtre de Molière, et plus généralement la politique de Louis XIV, sans passer par la Fronde. C'est-à-dire la dernière tentative de la féodalité de garder le pouvoir. Orgon a été un ami d'un frondeur.
Il l'a recueillie, il l'a protégée et il en a même gardé cassette. La cassette et les documents. Ce qui, aux yeux de Louis XIV, est impardonnable. Et donc, Orgon est rentré insensiblement dans une espèce de situation d'homme relégué. Voilà. Tout ça s'est aggravé par le fait qu'il a perdu sa femme et qu'il a eu l'idée d'épouser une jeune femme séduisante, contemporaine de ses propres enfants, et qu'il a l'impression que ses enfants aiment profondément en Elmire la jeune femme, charmante, cultivée, qui les amène à l'opéra, au théâtre. Et donc, il s'est progressivement recroquevillé sur lui. Alors, et sur le rapport à la mère. Et puis, il va engendrer cette espèce de Christ noir. Il va engendrer Tartuffe. Et ça, je l'avais traité de façon radicale en oubliant... Tartuffe est une pièce incroyable parce que je relisais... C'est une chronique totale du XVIIe siècle, chronique politique, chronique religieuse, chronique esthétique. Mais aujourd'hui, si j'avais choisi Depardieu comme Tartuffe, c'était d'abord pour affirmer la possible, irrésistible séduction de l'homme Tartuffe, puisqu'il y a deux grandes traditions, le Tartuffe révulsif, Sacristain, Bedeau, et puis le Tartuffe indécidable, le Tartuffe mat, le Tartuffe secret. Voilà. Et avec Depardieu, évidemment, j'introduisais une sorte de Julien Sorel voyou. Je ne veux pas vous interrompre, Jacques Lassalle, mais on va dans quelques minutes entendre un extrait justement de votre mise en scène de 84, avec Gérard et Elisabeth Depardieu dans la fameuse scène de l'acte 3, la scène 3 de l'acte 3, où Tartuffe tâte le pourpoint de l'étoffe d'Elmire, car on travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. On va voir un peu de quoi il s'agit dans cette scène hallucinante de séduction de Tartuffe. Mais avant cela, vous avez parlé de l'importance d'Orgon. Toute la pièce repose sur la cécité d'Orgon, à qui il est impossible de démontrer l'évidence de l'hypocrisie de Tartuffe. Orgon qui pourtant ne cesse de dire qu'il croit aux apparences. Juste sur ce point, comment expliquer, est-ce la raison pour laquelle, en termes de dramaturgie d'ailleurs, Molière a choisi, selon vous, de faire apparaître Tartuffe si tard dans la pièce? Tartuffe n'apparaît, pour mémoire, qu'à la scène 2 de l'acte 3. Jacques Lassalle. L'arrivée tardive de Tartuffe est une chose très importante dans le questionnement de l'œuvre et dans son traitement. Auparavant, j'aurais quand même dit deux choses. C'est que la cécité d'Orgon vis-à-vis de Tartuffe ne prend pas fin à la fin de la pièce. Elle ne prend pas fin à la fin de la fameuse scène sous la table. Il faudrait parler de la scène sous la table. C'est incroyable. C'est une scène où la femme d'Orgon ne sort pas de dessous la table. Il faut le dire pour l'auditeur qui peut-être n'a pas exactement la pièce en tête. C'est une scène où la femme d'Orgon, Elmire, contrefait l'amoureuse auprès de Tartuffe. Pour prouver à son mari que Tartuffe est un fourbe. Que Tartuffe est un fourbe, convainc son mari qui le fait dans une espèce de scepticisme amusé. Enfin, on peut dire ça. Et qui ne sort plus de sous la table. Oui, il sort de mauvaise grâce au moment où Tartuffe parle d'Orgon. Oui, c'est peu dire. Alors, c'est une vraie question. Pourquoi met-il si longtemps à sortir de Mais d'abord, pourquoi met-il si longtemps à apparaître? Il n'en sort pas, d'ailleurs. Mais d'abord, pourquoi Tartuffe met-il si longtemps à apparaître? Je finis encore, parce que ça me paraît très important. La cécité d'Orgon ne finit pas avec la pièce, puisque Tartuffe, arrêté, renvoyé aux galères dont il vient, cet Tartuffe-là, les derniers mots d'Orgon pour lui, c'est « Eh bien, te voilà donc, traître ». Et je suis persuadé que ça n'est pas, comme on le voit trop souvent, un Orgon éructant revenu de sa folie et de son illusion et insultant Tartuffe. C'est un Orgon dont la vie s'arrête en même temps que Tartuffe sort de chez lui. C'est un Orgon qui justifie la dernière réplique du beau-frère de Cléante et qui lui dit « Mon frère, revenez à la raison, je vous en prie, reste un peu de dignité, mon frère. » Je veux dire que l'emprise de Tartuffe sur Orgon est totale, mais c'est une emprise qu'Orgon a lui-même voulu. Non. Jacques Lassalle, ce que vous dites est si vrai qu'il y a cette fameuse scène dans laquelle, quand Damis, le fils d'Orgon, écoutant aux portes, entend Tartuffe faire la cour à Elmire, décide de le dire à son père. Le père, évidemment, refuse de le croire malgré l'évidence qui accable Tartuffe. Tartuffe a une façon de convaincre le père qui est de s'accabler lui-même encore plus. Et au-delà, Orgon insiste pour que Tartuffe reste et pour qu'il soit le légataire de tous ses biens aux dépens
de ses enfants et il lui dit notamment « il en va de ma vie ». Il en va de ma vie. Et je vous sacrifie tout. Tout m'est indifférent. Mais revenons-en donc. vous. D'où vient cette apparition si tardive de Tartuffe, quand même? Alors, cette apparition si tardive, évidemment, c'est une stratégie dramatique qui a donné déjà, qui a fait ses preuves, que de différer l'arrivée du protagoniste, de celui sur lequel tout le monde s'est déjà exprimé. Ceux qui étaient contre, la majorité, ceux qui étaient pour. Et d'ailleurs, il ne faut pas être dupe de la façon dont on l'a décrit par avance. Par exemple, beaucoup construisent le personnage de Tartuffe sur la déclaration de Dorine, dans laquelle il Dorine, c'est la suivante, c'est la suivante, l'insolente, voilà. L'insolente suivante qui ne cesse de dire la vérité. Alors, à entendre Dorine, évidemment, il s'agit d'un homme gros et gras qui porte sur lui, qui dit d'emblée l'hypocrisie et le mensonge de sa parole, etc. Ça n'est sûrement pas si simple. En tout cas, première évidente réalité, Tartuffe arrive en retard parce qu'il arrive au moment où on n'en peut plus de l'attendre. Un peu comme Orgon lui-même, c'est-à-dire que Tartuffe nous est devenu nécessaire, puisque tout parle de lui, tout l'appelle, et qu'il n'est pas là. En termes de stratégie théâtrale, c'est de très bonne guerre. C'est pas si fréquent, d'ailleurs. C'est remarquable. Voilà, c'est un peu comme le Thésée dans Phèdre. Thésée qui arrive à l'acte 4 ou 3, je n'ai plus nommé en mémoire, mais il arrive à la deuxième partie de la pièce, oui. Sur un autre plan, je crois que Tartuffe, ça n'est personne. Tartuffe est celui que les autres veulent qu'il soit. Tartuffe, comment dirais-je? Par exemple, quand Depardieu arrivait, il arrivait malgré la scène avec Dorine, où il l'a... Couvrez ce sein que je ne saurais voir. C'est ça. C'était un Tartuffe, comment dirais-je, dans l'attente de cette rencontre à laquelle il aspire depuis le premier jour, et qui lui est enfin accordée, cette rencontre privée avec Elmire. Et c'est un Tartuffe, comment dirais-je, presque un Tartuffe intimidé, et socialement, de conditions, et amoureusement, et aussi ne sachant pas s'il va être digne de jouer ça. Et il le joue admirablement, mais plus par emprunt que par... C'est une des plus belles scènes d'amour. La déclaration de Tartuffe à Elmire, ça vaut l'admirable scène d'Elvire dans Don Juan, où Elvire, qui est rentrée dans les ordres, qui a choisi la vie spirituelle et la vie mystique, fait une déclaration d'amour aux confins de l'érotique et du mystique, qui vaut Sainte Thérèse d'Avila ou les lettres de la religieuse portugaise. Eh bien, la déclaration d'amour de Tartuffe à Elmire est absolument bouleversante. Et on peut parler d'hypocrisie, on peut parler de préciosité, mais on peut parler d'abord d'une formidable sincérité amoureuse. Donc, je ne sais pas, à la question « Pourquoi Tartuffe arrive-t-il si tard ?», je crois qu'il faut qu'on l'attende et que surtout, il est important que l'on sente que Tartuffe n'est fondamentalement que le résultat de tous les fantasmes, de tous les rêves des autres personnages. Eh bien, n'attendons plus, Jacques Lassalle, oui. N'attendons plus, justement. On va entendre précisément cette déclaration d'amour de Tartuffe, c'est-à-dire Gérard Depardieu, à Elmire, c'est-à-dire Élisabeth Depardieu. On est le 5 janvier 1984, et c'est vous qui l'avez mise en scène. On est ici dans l'acte 3, la scène 3 de l'acte 3, la plus fameuse, peut-être, de Tartuffe. Écoutez. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai, dites-moi. Il m'en a dit 2 mots. Mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs, et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous. L'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ces attraits réfléchis brillent dans vos pareils, mais il étale en vous ces plus rares merveilles. Il a sur votre face épanché des beautés dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature et d'une ardente amour, sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits, où lui-même il s'est peint.
D'abord, j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fût du noir esprit une surprise adroite, et même à fuir vos cœurs, vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle à faire mon salut. Mais enfin je connus, ô beauté tout aimable, que cette passion peut n'être point coupable, que je puis l'ajuster avec la pudeur, et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. On est ici donc dans la scène 3 de l'acte 3, le moment où Tartuffe fait une déclaration d'amour à Elmire. Alors c'est étonnant parce que la déclaration d'amour que Tartuffe fait à Elmire est à l'occasion de cette déclaration, Tartuffe revient sur tout ce qui fait d'abord sa réputation de dévot impeccable. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre, pour être dévot je n'en suis pas moins homme, l'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels, etc., etc., etc. Il ne cesse de dire, et puis à la fin il lui propose de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Donc on a là évidemment une profession de foi de l'hypocrite, mais en même temps, Jacques Lassalle, il est sincère quand il parle à Elmire. Il est évidemment amoureux d'elle. Je crois qu'il y a une sincérité indéniable de Tartuffe, c'est dans le sentiment, en tout cas dans le désir qu'il a d'Elmire. Quant au reste, enfin... D'ailleurs, il se met en danger. Il se met en très grand danger, mais on peut considérer aussi qu'il est sincère. Il l'est au moins autant que les jésuites des provinciales de Pascal, dans la casuistique de la, comment dirais-je, de l'intention, de la faute par intention et de la faute par réalité, et de la coexistence. Tout ce qui ne s'avoue pas, tout ce qui ne se donne pas en spectacle, tout ce qui ne trouble pas autrui est permis. C'est une casuistique très... Mais surtout, indépendamment de... Je pense qu'il faut vouloir, enfin, un Tartuffe sincère, et c'est encore une fois une déclaration d'amour extraordinaire. Quant à votre question sur le retard de Tartuffe, je ne sais pas vous raconter une anecdote. À la première de Tartuffe à Strasbourg, il y avait beaucoup de monde, ce qu'on appelle le tout Paris. Et parmi eux, il y avait beaucoup de cinéastes. Et le tout Strasbourg. Hein. Et donc, un cinéaste vient vers moi à la fin et me dit « C'est extraordinaire l'idée que vous avez eue. Et c'est de nous faire attendre Gérard pendant trois actes. » Je lui dis « Mais c'est pas moi, c'est dans la pièce. » Il me dit « Non, ça c'est une idée de metteur en scène. C'est pas possible que ce soit dans la pièce. » C'est pour dire en effet que cette attente que Gérard Depardieu vivait si mal, que les acteurs vivent si mal, c'est terrible d'arriver si tard. Je pense que, en dernière analyse, et c'est pour ça que je suis si profondément heureux du parcours de mon interprète polonais dans Tartuffe, c'est un parcours totalement indécidable. Tartuffe, on ne peut absolument pas dire ce qui est en jeu, ce qu'il poursuit. Il est là comme une espèce de créature générée par un autre et qui essaie de... La première leçon de mise en scène que j'ai prise, c'est Planchon qui me l'a donnée sans le savoir. Il avait été invité à l'université à parler du remarquable, du mémorable Tartuffe qu'il venait de mettre en scène et qui renouvelait entièrement l'approche de la pièce. Et d'ailleurs, sans conviction, il n'aimait pas beaucoup ça, ce genre d'exercice pratique avec des étudiants. Il avait pris, pas cette scène-là, mais la scène suivante. La scène où, en effet, Damis pense avoir convaincu Orgon de la culpabilité de Tartuffe. Et où, à sa grande surprise, Orgon va lui donner tort et le jeter dehors. Et cette question qui était posée, évidemment, les étudiants en charge de dire la scène ont évidemment pris le parti d'un Tartuffe assez habile pour faire mine d'excuser Damis et pour le faire passer pour un menteur et un affabulateur. En fait, très justement, Planchon dit « si vous ne lisez que le texte », ça c'est de l'intention, mais si vous lisez la lettre du texte, c'est un Tartuffe qui est persuadé à ce moment-là d'être pris sur le fait et que c'est fini, que c'est terminé. Il dit ceci: « Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur, tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillures, elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures, et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit, armez votre courroux, et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Je ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage. »
c'est Tartuffe, parlant ici de lui-même, le pire ennemi de Tartuffe, n'en dirait pas davantage. Or, Tartuffe, pour se disculper, on peut le présumer, reconquérir l'affection d'Orgon, qui est quand même ébranlée par la révélation que Tartuffe vient de faire la cour à sa propre femme, pour reconquérir l'affection d'Orgon, s'accable lui-même. C'est en s'accablant que Tartuffe s'innocente aux yeux d'Orgon. Mais le fait qu'il s'innocente aux yeux d'Orgon est une surprise absolue pour lui. C'est-à-dire que à ce moment précis, il ne pense pas qu'Orgon puisse donner tort à Damis et lui donner raison à lui. À ce moment, Tartuffe parle vrai. C'est une hypothèse de lecture. Le propre d'une grande œuvre, c'est de permettre, dans la littéralité même du texte, dans le respect absolu de la lettre du texte, c'est de permettre des lectures qui sont pour le moins contradictoires. Et vouloir accepter que Tartuffe, là encore, soit sincère, et que c'est lorsqu'il comprend à quel point Orgon veut qu'il règne sur lui, à quel point Orgon veut qu'il prenne le pouvoir sur lui. Quand il prend la mesure de la servitude volontaire d'Orgon, en somme. À ce moment-là, Tartuffe va devenir impitoyable. Et ce qui est très fin dans la pièce, et à partir du quatrième acte, ce n'est plus le Tartuffe du troisième acte, c'est un Tartuffe implacable. Mais ce qui est extrêmement fin dans la pièce, Jacques Lassalle, c'est que si au début il y a cette ambiguïté, où Tartuffe s'accable, espérant peut-être alléger la sentence qui pèse sur lui, le monologue d'après, enfin la tirade d'après, est une tirade où la tonalité n'est plus celle de l'accablement, mais celle de la bigoterie, tout simplement. C'est un moment où il reprend le vocabulaire de la bigoterie. Il dit « Pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur ? Non, non, vous vous laissez tromper à l'apparence, et je suis rien moins, hélas, que ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien, mais la vérité pure est que je ne vaux rien. » Et là, on sent celui qui se couvre la tête de cendre, qui fait l'humble devant Dieu, en espérant faire l'ange plus tard. Et qui s'amuse à le faire. Mais dans le vertige, vous savez, c'est pas facile de se voir investi par l'autre d'une mission et d'une... C'est ce qui arrive à Tartuffe, je pense. En tout cas, c'est ce qui est arrivé au Tartuffe de Pardieu. C'est un Tartuffe créature débordé par la mission qu'on lui assigne et qui va le faire avec une sorte de terrible ironie, de terrible humour, et au fond, dans une incrédulité totale. Enfin, ce n'est pas la plus mauvaise des réponses. Ce Tartuffe voulu, généré par la folle volonté d'un autre, par le désir, désir de crédulité, la crédulité absolue de son bienfaiteur. Tartuffe comme créature seconde, pas du tout comme... voilà. C'est le même Orgon, Jacques Lassalle, qui dit « Je suis votre valet et crois les apparences ». Quand sa fille, je crois, refuse de se marier, un peu plus tôt, Tartuffe lui dit « Vous vous laissez tromper à l'apparence », je l'ai dit tout à l'heure, et je suis rien moins, hélas, que ce qu'on pense. Il y a un jeu sur l'apparence dans lequel Tartuffe, comme Orgon, ne cesse d'ailleurs de dénoncer les apparences trompeuses. Ils se veulent l'un et l'autre porte-parole d'une vérité qui dépasse les apparences. Or, ils sont l'un dans l'illusion et l'autre dans l'hypocrisie. Ainsi, on a dans le Tartuffe une réflexion sur les apparences qui est tout à fait étonnante, dans la mesure où Tartuffe, comme Orgon, dénonce les apparences, tout en affirmant à chaque instant qu'ils y sont soumis. Tartuffe, parce qu'il est soumis au désir, quand il parle à Elmire, « Je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité. Je ne les vois pas au ciel, je les vois sur vos seins. » Et de la même façon, Orgon ne cesse d'être dupe de la bigoterie effrénée de Tartuffe à l'Église. Il faut toujours s'interroger sur les prémices d'une rencontre. Comment ça s'est produit, la rencontre entre Tartuffe, Elmire et Orgon. Est-ce que Tartuffe avait déjà avait programmé son intrusion dans la maison? Parce que avant d'être un bigot, Tartuffe était un repris de justice, il a un passé. Il a un passé peut-être assez divers, d'ailleurs, peut-être pas forcément celui de l'hypocrite professionnel qui a le faveur d'une dévotion feinte. Tartuffe est une figure assez énigmatique, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a des mises en scène très balsaciennes de Tartuffe, où Tartuffe devient Vautrin. Ce qui serait très intéressant, c'est d'interroger la fortune scénique de Tartuffe et tous les avatars qu'on lui a vu prendre dans deux mises en scène relativement récentes. Mouchkine en faisait une sorte de Mola intégriste et Villégier, je crois, en faisait un collaborateur sous l'occupation, enfin, qui empruntait à la dévotion vichiste un certain nombre. Donc je veux dire que Tartuffe
est ouvert à beaucoup d'interprétations qui me gênent chaque fois qu'elles sont trop actualisées, qu'elles prétendent prendre en charge sans médiation, sans relais, sans une situation très, très immédiatement contemporaine. C'est toujours accidentellement et par génie que le théâtre coïncide avec le réel. C'est pas la peine d'en faire trop à ce sujet. Oui. Toute grande œuvre est contemporaine. Toute grande œuvre nous questionne, et elle nous questionne au présent et pas au passé. Mais alors, Jacques Lassalle, quand même, on va entendre, pardonnez-moi, mais on va entendre une scène du tout début, hein, l'arrivée d'Orgon. Mais juste après la scène qu'on va entendre, Orgon faisant le portrait de Tartuffe à son beau-frère, Cléante, décrit un homme qui, chaque jour à l'église, venait d'un air doux, tout vis-à-vis de moi, se mettre à deux genoux, attirer les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Bref, quelqu'un qui en fait des caisses, hein, comme on dit. Et puis, il y a quand même 2 ou 3 indices dans le portrait qu'il fait de Tartuffe qui ne laissent pas douter de la nature véritable de celui qu'il décrit. Quand il dit « Je lui faisais des dons, mais avec modestie, il me voulait toujours en rendre une partie. C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié. Je ne mérite pas de vous faire pitié. Si Tartuffe était un tant soit peu conforme à l'image qu'il veut donner de lui-même, il ne dirait pas c'est trop de la moitié, il dirait c'est trop tout court, et je n'en veux pas. Le portrait qu'Orgon donne de Tartuffe témoigne de la cécité d'Orgon, parce qu'Orgon lui-même, dans le portrait qu'il en fait, donne des informations sur l'hypocrisie manifeste de Tartuffe, non ? Encore une fois, je crois qu'il faut se méfier du portrait que font chaque personnage, et a priori Orgon lui-même, de Tartuffe. Et puis, je crois que Tartuffe a admirablement compris quel était l'interlocuteur, admirablement compris ce qu'Orgon veut de lui. Et il devient vraiment celui qu'il veut qu'Orgon... ça pose une autre question très importante. Je me souviens de François Périer qui avait un très grand parcours d'acteur comique. Il me disait, mais Jacques, on ne va jamais rire avec cette version-là. Et c'est vrai qu'il y a des scènes quasiment farcesques, en tout cas apparemment, dans Tartuffe et dans toutes les pièces de Molière. L'Orgon qui réitère sans arrêt le « et Tartuffe ». On y vient, on va l'entendre tout de suite, celle-là. Cet Orgon qui fait à Cléante, son beau-frère, un portrait si édifiant, à tous les sens du terme, de Tartuffe, c'est, je pense, un Orgon sincère qui dépeint probablement une réalité, qui dépeint probablement un dialogue qui a eu lieu, un comportement qui a eu lieu, mais qui est le comportement dont Tartuffe a très bien senti qu'il était conforme au désir d'Orgon lui-même. Et ce Tartuffe, et là j'entends le rire sacrilège et voyou, au sens très poétique du terme, au sens très Jean Genet du terme, presque de Depardieu. C'est-à-dire ce Tartuffe qui ne refuse pas la totalité de l'obole, mais qui n'en prend que la moitié, c'est la forme ultime, abominablement, comment dirais-je, ricanante, enfin, de la moquerie. Enfin, je me moque de celui que je prétends... Voilà. Jacques Lassalle, entendons l'Orgon farcesque, justement, celui dont Bergson a parlé pour parler du comique comme du mécanique plaqué sur du vivant. C'est l'arrivée d'Orgon qui veut s'informer un peu des nouvelles d'ici et qui, pour toute nouvelle, évidemment, ne s'intéresse qu'à Tartuffe. Et c'est Dorine qui lui donne la réplique. Ah, mon frère! Bonjour. Je sortais et j'ai joie à vous voir de retour. Dorine! La campagne, à présent, n'est pas beaucoup fleurie. Mon beau-frère, attendez, je vous prie. Vous voulez bien souffrir pour m'ôter le souci que je m'informe un peu des nouvelles d'ici. Tout s'est-il ces 2 jours passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait, séant, comme est-ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir avec un mal de tête. Étrange à concevoir. Et Tartuffe! Tartuffe! Il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa, lui, tout seul, devant elle, et fort dévotement, il mangea 2 perdrix avec une moitié de gigot, en hachis. Le pauvre homme. La nuit se passa tout entière sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller, et jusqu'au jour, près d'elle, il nous fallut veiller. Et Tartuffe?
Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table, et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain ou sans trouble, il dormit jusqu'au lendemain. Le pauvre homme. À la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée, et le soulagement suivit tout aussitôt. Mais Tartuffe! Il reprit courage comme il faut, et contre tous les maux fortifiant son âme pour réparer le sang qu'avait perdu madame, but à son déjeuner 4 grands coups de vin. Le pauvre homme. Tous deux se portent bien. Enfin. Et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. Le pauvre homme, donc, Jacques Lassalle, on est ici donc au tout début de la pièce, c'est l'arrivée d'Orgon qui ne s'intéresse qu'à Tartuffe. Et on a là donc un modèle de ce que Bergson appelait le comique de répétition dans son livre du rire, de la mécanique plaquée sur du vivant. Et juste une question sur le pauvre homme. Bon, on a compris qu'il ne s'intéressait pas à sa femme, mais qu'il s'intéressait à Tartuffe. Il ne cesse de ponctuer ce qui arrive de bon à Tartuffe, des bons repas, des grands coups de vin, etc., par le pauvre homme. Or, le pauvre homme, c'est l'expression qu'il reprendra, la scène 7 de l'acte 3, au moment de congédier tout le monde, au profit de Tartuffe et de déshériter ses enfants, il dira le pauvre homme. L'expression reviendra encore une fois dans le Tartuffe, à la toute fin, une fois Orgon détrompé, scène 3 de l'acte 5, et c'est Dorine, cette fois-ci, celle qui toujours dit la vérité, qui reprendra cette expression, le pauvre homme. Pourquoi le pauvre homme? Chez Dorine, c'est par ironie. On est d'accord, oui, sûr. Ça va de soi. Chez Orgon, je suis d'originaire d'Auvergne. Et dans mon enfance, l'expression « le pauvre tel » ne sanctionnait pas je ne sais quelle misère ou quelle difficulté traversée par la personne. C'était une épithète affectueuse, de tendresse, enfin, le pauvre homme, le cher homme. Vous savez, ces expressions un peu genre qu'on trouve chez Colette, par exemple, le pauvre chéri, quelque chose comme ça, voilà. Le pauvre homme... On ne le plaint pas, celui qu'on appelle le pauvre homme, c'est quoi? C'est affectueux, plus qu'une plainte. Puisque Dorine ne dit que des choses extrêmement... Il ne faut pas croire Dorine. Je n'ai jamais cru un instant à ce récit que fait Dorine, et de la maladie, en tout cas sous ces formes-là d'Elmire. Et je pense que Tartuffe ne se donne pas en spectacle comme ça. Enfin, je pense que Tartuffe est un vrai hypocrite, et le propre d'un vrai hypocrite, c'est d'être crédible dans son mensonge. Peut-être qu'en l'absence d'Orgon, il prenait plus de liberté. On peut imaginer aussi que... Oui. Mais tout ça part d'un point de vue sur le personnage. Et il y a le point de vue farcesque, c'était celui de mon maître Fernand Ledoux, au conservatoire, qui avait joué un admirable Tartuffe, sacristain, paillard, sentant les selles. Et puis, les Tartuffes dont je vous parle, beaucoup plus, qui appartiennent à la tradition molièresque, puisque dès la mort de Molière, la création de la Comédie Française par Armande, la veuve, c'est un Tartuffe extrêmement élégant, extrêmement raffiné, qui prendra le relais du Croisy, le créateur du rôle. Donc, il y a toujours, et depuis 3 siècles, ces deux potentialités, ces deux directions de Tartuffe. En même temps, le Tartuffe incertain, le Tartuffe indistinct, celui dont l'identité est également une fabrication de ceux qui le désirent, de ceux qui l'aiment ou le détestent, ce Tartuffe incertain, personne n'en restitue mieux l'indécision ou l'incertitude initiale en tout cas, qu'Orgon lui-même évidemment dans la scène 5 de l'acte 1, quand il s'agit de le décrire. Et il dit ceci à son beau-frère Cléante. Il dit « Mon frère », Cléante qui est d'ailleurs le porte-parole d'une forme de rationalité, de bon sens dans cette pièce qui par conséquent donc est inaudible en particulier par son beau-frère. Il dit tous les gens de bon sens chez Molière deviennent fous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'impuissance intériorisée de la raison rend fou. Enfin. Et Cléante devient fou. Il devient fou quand il dit d'ailleurs à Orgon qu'il est fou. C'est ça. Alors Orgon dit ceci: « Mon frère, vous seriez charmé de le connaître et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... un homme enfin, qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde et comme du fumier regarde tout le monde. Oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il n'enseigne à n'avoir affection pour rien. De toutes amitiés, il détache mon âme et je verrai mourir, frère, enfant, mère et femme, que je m'en soucierai autant que de cela. » 2 informations là-dedans. D'abord, il est incapable de le décrire. C'est un homme qui a un homme enfin, donc il ne peut rien en dire. Il l'aime d'autant plus qu'il ne peut rien en dire, ce qui prouve d'ailleurs qu'il l'aime vraiment. Et puis deuxièmement, qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde, et comme du fumier, regarde
tout le monde. Donc on a finalement deux informations sur Tartuffe. La première, c'est qu'Orgon est amoureux de lui, et la deuxième, c'est que l'amour qu'on porte à Tartuffe est une invitation à mépriser ses contemporains, finalement à devenir presque comme Alceste, parce que c'est Alceste qui, comme du fumier, regarde tout le monde. Alceste qui est l'envers de Tartuffe, qui est l'intégriste de la sincérité cette fois-ci. C'est un très beau travail de dramaturgie auquel vous vous livrez. Là encore, deux possibilités, et on va dire, il faut n'en sacrifier aucune. Cette incapacité d'Orgon de parler de Tartuffe autrement que par onomatopée, par mots interrompus, ça peut sanctionner soit une espèce de sottise d'Orgon, soit l'impossibilité vraie. Et vous avez parlé de l'amour, qui est inexplicable par définition même, et qui ne peut pas décrire son objet. Voilà, je pense que Tartuffe, il est impossible de décrire Tartuffe. Il est impossible de donner de Tartuffe un portrait autre que mal intentionné ou autre que outrancièrement favorable. On ne peut pas décrire Tartuffe sans cristallisation. Voilà. Et je pense que cette phrase d'Orgon peut être prise pour le comble de formule farcesque, de formule de gag verbal, mais elle peut être prise au contraire pour le comble de l'impuissance quand on veut essayer de cerner ce qui est votre raison de vie et dont l'être même vous échappe. Enfin, je pense qu'Orgon est dans cet état-là. Orgon est un possédé, comme toutes les grandes figures molièresques. Ce sont des possédés, qui déréalisent complètement leur rapport au monde. Voilà, je pense que c'est très important. Quant au parallèle, je pense que Alceste méprise la nature humaine à force de l'aimer. Oui. La fréquentation de Tartuffe invite à regarder tout le monde comme du fumier. C'est ça, mais comme du fumier au sens, comment dirais-je, liturgique du terme. Enfin, c'est-à-dire que il ne s'agit pas d'orgueil ou de condescendance. Il s'agit de dire qu'à un certain niveau de foi, de conviction, ce qui n'est pas de Dieu n'a aucune importance. Enfin, donc, autrement dit, c'est moins. Hier, il se trouve que je rencontrais un homme de théâtre d'Europe centrale, qui est un homme remarquable d'ailleurs, mais qui est engagé dans une pratique commune du théâtre et de la foi. Et à certains égards, nous étions engagés comme ça sur il me disait à peu près ça. C'est-à-dire qu'à un certain niveau de foi, on ne peut pas rentrer dans d'autres considérations que celles de la volonté de Dieu et de notre liberté vis-à-vis de cette volonté. Mais que tout le reste, en effet, ça n'a aucune importance. Pardon de vous avoir interrompu, Jacques Lassalle. On arrive au terme de cette émission. On l'a même un peu dépassé pour tout vous dire. Un grand merci. C'était un plaisir de vous entendre parler du Tartuffe que vous connaissez si bien. Pour mémoire, tout le monde le sait, mais vous êtes dramaturge, metteur en scène, ancien administrateur de la Comédie Française. J'ai raison, n'est-ce pas? Et vous êtes l'auteur d'ailleurs en collaboration avec Jean-Loup Rivière qu'on a reçu hier des livres Conversations sur Don Juan et Conversations sur la formation d'acteurs, parus chez Actes Sud. C'est du Tartuffe que nous venons de parler aujourd'hui. Le Tartuffe qu'on peut trouver dans n'importe quelle édition. Achetez-le, rachetez-le, jetez-vous dessus, lisez-le, relisez-le, chers auditeurs, et surtout, apprenez-le par cœur. Demain, vendredi, c'est la fin de cette semaine sur Molière, et je recevrai Patrick Dandré, qui viendra nous parler du malade imaginaire et de sa mélancolie, une autre forme d'atrabile, donc, pour terminer cette semaine sur Molière. À la technique, aujourd'hui, Jean-Frédéric, c'est Laurent Sérémaer, à la réalisation, François Connac, assistant des collaborations, Geneviève Méric, Adèle Van Red, Jennifer Murzo et Igor Kortolitsa. France Culture, il est 17h50 après Tartuffe, Albert Jacquard.